Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore. Eh bien, depuis mercredi dernier, les députés togolais ont voté plusieurs articles pour modifier la loi relative aux manifestations publiques au Togo pour les autorités. La raison, elle est purement stratégique, économique et même sécuritaire, mais pour d'autres, cette mesure est tout sauf démocratique. Nous en parlons bien évidemment dans cette émission avec nos invités ici à ce plateau. Nous ferons un tour bien sûr sur les enjeux de 2020, c'est dans quelques mois. À ce plateau, nous avons l'honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur Jerry Tama, président du NET, Nouvel Engagement Togolais. Monsieur Jerry Tama, bonjour, merci d'être à ce plateau avec nous. C'est toujours avec un plaisir d'être avec vous ici. Je rappelle, vous êtes le président du groupe parlementaire PDP NET à l'Assemblée nationale. Exactement. Également, à ce plateau, Monsieur Pasteur Johannes Bavon, secrétaire général du phare. Pasteur, bonsoir et merci d'être. J'ai du mal à vous appeler Pasteur. Merci d'être à ce plateau avec nous. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Bonsoir à l'honorable député, bonsoir aux téléspectateurs. C'est cela. Eh bien, Monsieur Bavon, pour vous, la mesure relative, cette nouvelle mesure relative à la manifestation ou alors aux manifestations publiques au Togo est tout sauf démocratique. Vous l'avez bien signifié. Oui, absolument, parce que vous savez, il y a des restrictions qui sont recevables dans un pays. Mais en ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux des individus dans un pays, retenons que c'est des droits naturels qu'on ne peut pas annihiler, qu'on ne peut pas oblitérer. La manifestation, avant d'être politique, elle est naturelle. C'est-à-dire, lorsqu'un individu ressent quelque chose, il l'exprime. C'est l'expression de ce qu'on ressent. Mais est-ce qu'on ne fait pas des manifestations de soutien à un gouvernement lorsque le gouvernement fait bien? Et c'est de la même manière qu'on doit manifester contre un gouvernement, exprimer son opinion politique lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. Et le droit de manifester n'est pas une faveur que l'État ou les gouvernants font aux citoyens. Ce n'est pas l'État togolais ou le gouvernement du président Faure Gnassingbé qui nous a fait cette faveur. Non, c'est un droit naturel. Même un animal, je le disais la dernière fois, lorsqu'un animal a mal, il exprime en criant, en manifestant son agonie. Donc un être humain, lorsque quelque chose l'opprime, lorsque quelque chose empêche son bien-être ou sa liberté, il faut absolument que cette personne, c'est spontané. Ça arrive, on doit manifester. Vous avez vu dans tous les pays, même la dernière fois on a vu c'est à Hong Kong. Les gens continuent toujours à manifester parce que c'est une chose naturelle. Mais lorsque cette liberté fondamentale va être touchée, excusez-moi, nous ne sommes pas en dictature, du moins selon les expressions de nos dirigeants. Nous sommes en démocratie. Si nous sommes en démocratie, donc il va falloir que nous fonctionnons selon les principes démocratiques. Mais les individus ont ce droit d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça, vous ne pouvez pas confiner cette liberté. C'est naturel. On ne confine pas ça. C'est pourquoi les constitutionnalistes, les gouvernants, les politologues, les docteurs en droit ont si bien exprimé leur opinion en disant lorsqu'il faille que le gouvernement ou bien les dirigeants touchent à la liberté fondamentale des individus, il faudra justifier cela. C'est la raison pour laquelle l'ONU et toutes les conventions internationales ont protégé ce droit de manifester. Rappelez-vous que au XVIIIe siècle, il était impossible aux prolétaires de manifester. Mais c'est un droit qu'on a acquis par beaucoup d'efforts. Et le Togo est membre des organisations internationales et le Togo a ratifié ces conventions permettant aux individus de pouvoir manifester. Mais si nous manifestons, on ne manifeste pas parce que la tête de quelqu'un ne plaît pas à quelqu'un.
On manifeste justement parce que le pays va mal. Le pays va mal. Alors, si vous voulez toucher à cela, il faut justifier par des raisons soutenables et recevables. Alors, je rappelle excusez-moi, mais lorsque vous confinez, vous interdisez, parce que cela ne le dit, ça ne se manifeste pas clairement, mais on est en train de nous dire que selon les restrictions, parlant des axes et des zones et les heures de manifestation, comment vous pouvez demander à un individu de manifester d'une telle à une telle heure? Il va manifester autant qu'il voudra jusqu'à ce que son cœur soit apaisé. C'est comme ça. Mais vous vous imaginez que lorsque vous voulez manifester, on vous dit les zones économiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sécuritaires, tout cela. Mais c'est des raisons qui ne tiennent pas debout, s'il vous plaît, quoi. Selon vous, non, raisonnablement, parce que vous savez quoi? Il y a une loi qui fonctionne dans chaque être humain. Si je vous dis recevez la richesse, vous allez dire amen ou bien merci. Mais si je vous dis recevez la malédiction, vous allez dire non, je ne veux pas. C'est comme ça que tous les êtres humains fonctionnent. Donc il y a une loi fondamentale. On ne peut pas nous tromper. N'essayons pas de justifier l'injustifiable. La chose c'est que toutes les restrictions montrent clairement qu'on est en train d'interdire absolument la manifestation, qui est un droit humain. Et on ne peut jamais, en aucun cas, retirer ce droit aux êtres humains. Alors, M. Bavon, nulle part, cela n'est signifié qu'on retire aux Togolais le droit de manifester. Mais c'est des restrictions qui sont imposées, de toutes les façons, sur la manière de faire. Dieu donné, lorsque nous mettons en application ces restrictions, ces injonctions que le Parlement a données en la matière de cette manifestation, vous allez constater que s'il faut mettre ça en application, cela veut dire que vous allez manifester dans une brousse. Vous n'aurez pas à manifester en ville parce qu'il n'y a pas un seul quartier de cette capitale qui ne contient des institutions de la République. Soit il y a un commissariat quelque part, ou il y a une mairie quelque part. Toutes ces choses sont des institutions de l'État. Et quand on nous dit que vous ne devez pas manifester là où il y a des institutions de l'État, cela signifie que vous devrez aller manifester dans une brousse quelque part. Donc c'est pour dire que la loi dit, il n'est pas, j'aime pas la loi, c'est un adage, il n'est pas interdit d'interdire en matière de l'ordre public. Il n'est pas interdit d'interdire, mais il est interdit d'interdire absolument. Et nous sommes en politique. Et vous lisez l'absolu ici? Mais justement, c'est pourquoi je termine en disant que nous sommes en politique ici et on ne peut pas dire à quelqu'un vous n'allez pas manifester parce que le gouvernement et l'Assemblée, ils savent très bien que le droit de manifester est un droit fondamental qui est protégé par l'ONU et les organisations des droits de l'homme. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous dire ça. Mais lorsque vous mettez en application les injonctions ou les restrictions qui sont mises en place, il est très clair qu'on nous dit implicitement, vous n'avez plus le droit de manifester. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la raison pour laquelle... Permettez-moi de terminer en disant que lorsqu'un dirigeant veut toucher aux droits et libertés fondamentaux des individus, il doit justifier cela. Et en la matière, on ne peut pas interdire aux gens, d'une manière implicite, de manifester, à moins que nous soyons dans une circonstance d'état d'urgence. Il y a état de siège, où il y a terrorisme, attaque du pays, où les institutions de l'État n'arrivent pas à fonctionner normalement ou ordinairement comme cela se fait. Alors, pour vous, en clair, M. Bavon, les raisons évoquées, moi, je vous dis qu'on doit retirer ces modifications. C'est cela. D'accord, on revient à vous. Alors, M. Dieritama, député à l'Assemblée nationale, vous avez voté en faveur de la modification de cette loi dite loi Bojona. Est-ce qu'entre-temps, vous avez trouvé cette loi trop liberticide? Bon, merci pour l'occasion que vous nous donnez d'expliquer à nos concitoyens ce qui se passe à l'Assemblée. Il faut prendre en compte trois éléments. Le premier, c'est que l'initiative de cette loi vient du gouvernement. S'il ne tenait compte qu'à notre groupe parlementaire, on pense qu'il y a des urgences qui sont sur le tapis et qu'aujourd'hui, ce n'est pas les manifestations qui constituent une urgence. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes dans un régime, on va dire, semi-parlementaire où l'initiative des lois
ou de modification des lois appartient concurremment au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement est libre d'introduire une modification de loi suivant les prérogatives que le confère la Constitution. Ça, c'est la première chose. Nous, sincèrement, on ne pense pas qu'il y avait urgence. La deuxième chose, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, la procédure parlementaire est à deux niveaux. Il y a d'abord l'étude de fond qui se fait au niveau des commissions, et puis il y a une étude qui se fait en plénière, mais la plupart du temps, ce qui se fait en plénière, c'est beaucoup plus l'habillage, parce que le vrai travail se fait en commission. Entre le texte qui est arrivé au niveau, d'abord au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et ensuite moi j'appartiens à la commission des lois, donc la commission spéciale qui a été mise en place, c'est la commission des lois et la commission des droits de l'homme. Entre le texte qui est rentré et celui qui est sorti, il y a eu sans aucun doute, on entrera peut-être dans les détails plus tard, j'en sais rien, il y a eu des modifications parfois assez substantielles entre ce qui était rentré et ce qui est sorti. Maintenant, pour répondre à la question, non, il ne faut pas non plus exagérer. Le droit de manifestation n'est pas interdit au Togo. Aujourd'hui, si vous voulez manifester, vous faites une déclaration, soit au niveau du ministère quand il s'agit de manifestations qui dépassent le cadre d'une préfecture, et vous faites une déclaration au niveau du préfet s'il s'agit d'une manifestation qui est intra-préfecture. Vous montrez votre itinéraire. Autrefois, c'était vos itinéraires. Aujourd'hui, c'est votre itinéraire. Vous faites votre manifestation. Les institutions de la République dont il est question, on sait ce qu'on appelle institution de la République. Une mairie, par exemple, n'est pas une institution de la République, c'est un établissement. Non, ne dites pas ça. Je finis, M. Bavon. Je finis, M. Bavon. Donc, du coup, il y a eu des restrictions sur lesquelles nous sommes battus. Ceux qui ont suivi les débats en plénière l'ont constaté. Nous sommes battus sur un certain nombre de points. Nous avons voté, puisque le vote se fait en deux niveaux. D'abord, chapitre par chapitre, et ensuite un vote global. Nous avons rejeté un certain nombre de points, notamment l'article 2, le chapitre 2 sur lequel nous n'avons pas voté. Mais nous avons aussi tenu compte du nombre de points sur lesquels nous avons amené ceux qui ont introduit la loi, et du nombre de points sur lesquels ils ont accepté, tenu compte de nos propositions. Et par rapport à ça, par rapport à cette évolution, nous avons considéré qu'il était sur aussi l'exposé des motifs que le gouvernement a présenté, que cette loi n'empêchait pas fondamentalement la liberté de manifestation. Ce que je voudrais terminer, c'est que quand on parle de manifestation, il faut tenir compte qu'il y a deux types de manifestations. Il y a les manifestations qui sont des réunions publiques, qui peuvent se faire dans un stade, dans un lieu quelconque, et il y a les manifestations qui sont des cortèges, ce que nous appelons traditionnellement dans notre pays les marches. Aujourd'hui, toutes les manifestations qui concernent les réunions publiques n'ont absolument pas connu de restriction. Vous voulez faire un sitting quelque part, le fait, il suffit tout simplement que les contraintes dont on a parlé soient respectées. Maintenant, quand vous voulez faire un cortège, c'est-à-dire que ce que nous appelons marche, il y a un certain nombre de points que le gouvernement a par rapport, c'en est malheureux, ceux qui ont suivi les débats, en s'appuyant uniquement sur les événements qu'il y a eu dans ce pays depuis le 19 août 2017, a pris une sorte de, moi j'appelle ça amicalement, la loi peut-être anti-manifestation du PNP. Il faut avoir le courage de le dire. Donc c'est appuyé sur les éléments que nous avons connus dans notre pays depuis le 19 août 2017. Si vous revenez en arrière, il n'y a pas d'implication. Toutes les marches que nous avons eues dans notre pays, depuis, on va dire, le 5 octobre 1991 jusqu'au 19 août, respecter un mode opératoire aujourd'hui qui se retrouve entièrement dans la loi telle qu'elle a été mise en place. Mais pour finir, pour ne pas comparer la parole, j'aimerais aussi dire que moi j'ai contribué à la loi du 16 mai 2011 et je peux vous rappeler aussi qu'à l'époque, cette loi a été décriée comme certaines personnes décrivent celle-là, en disant qu'elle était liberticide. Nous qui étions allés à l'époque à Aïda Ouba, nous étions considérés comme des suppôts du pouvoir. Et on s'est rendu compte qu'aussitôt qu'elle a été adoptée, elle a été utilisée, usitée, parfois même à excès. Donc voilà, nous sommes battus contre des restrictions que nous continuons à trouver que ce sont des restrictions. Mais maintenant, il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas oublier, c'est le privilège de la majorité. Donc il y a un privilège de la majorité. Justement, j'allais revenir. Sur lequel... Est-ce que vous étiez obligé juste de voter ou parce que vous avez trouvé la pertinence de cette modification? Non, c'est ce que je dis, que quand vous prenez la loi votée chapitre par chapitre, il y a 4 chapitres.
Le deuxième chapitre, nous avons voté. Nous avons refusé de voter pour ça. Nous avons fait abstention sur le deuxième chapitre. Maintenant, sur les 4 chapitres, nous avons le premier, de toute façon, c'est les règles générales. Le troisième chapitre parle des sanctions. Vous savez que, initialement, je n'aime pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est celui-là, à la limite, je vais aborder. Initialement, le texte qui nous a été proposé avait mis en place des sanctions pour les organisateurs, des sanctions pénales. Nous avons réussi à dire, ben, écoutez, quand vous organisez une marche, vous ne maîtrisez pas forcément les gens qui éventuellement peuvent infiltrer la marche et commettre des voies de fait. Et donc on ne peut pas imputer des sanctions aux organisateurs. Ça, c'était le chapitre 3. Heureusement, ça a été rejeté. Ça n'a pas été pris en compte. Donc, si vous prenez 4 chapitres, vous arrivez quand même sur le premier, le troisième, le quatrième chapitre à obtenir des reculs et que c'est uniquement sur le deuxième chapitre, lors du vote de la loi, chapitre par chapitre, vous précisez les chapitres sur lesquels vous ne marchez pas, mais quand vous avez 3 sur 4, oui, vous assumez et puis vous votez la loi, bien sûr. Alors, Pasteur Bavon, vous trouvez que cette loi telle modifiée constitue un piège et par après au pouvoir lui-même? Non, voyez-vous, lorsque on prend des dispositions législatives, lorsque on prend des mesures pour un pays, ça ne doit pas viser un individu, un groupe d'individus. La règle doit être générale pour tous. Vous comprenez? Cela signifie que même lorsque UNIR ou n'importe quelle personne qui veut agir sur la scène politique togolaise, il doit être contraint par la même loi, y compris n'importe qui au pouvoir ou hors du pouvoir. Ce que nous disons ici, si nous refusons d'accepter que ces modifications constituent des restrictions graves qui portent atteinte à la liberté des individus, cela veut dire que nous ne voulons pas vraiment faire la politique. Nous ne voulons pas vraiment libérer ce peuple. Ce qui se passe avec cette modification de la loi Boudjouna, je dis, comment reconnaissez-vous la véracité ou la caractéristique essentielle de quelque chose? C'est de mettre la chose en application. Mettons cette loi en application et vous verrez que les manifestations vont se retrouver finalement hors des zones où la manifestation doit être visible. Bien. L'honorable député disait tout à l'heure qu'ils ont lutté pour qu'il y ait certains chapitres qui soient carrément... Justement, les sanctions voilà, contre les organisateurs. Tout à fait. Donc, des sanctions pénales. Je vais vous dire, leur position, vous vous rappelez, lorsque vous nous avez reçus tous les deux ici, j'ai dit que je n'aimerais pas être à leur place. Parce que leur minorité étant tellement réduite, ils n'ont pas vraiment la marge de manœuvre d'agir et d'influencer les décisions au Parlement. Et là où nous sommes, le danger, c'est que nous avons la concentration du pouvoir. Le gouvernement, l'exécutif est dans les mains d'un parti, le législatif dans les mains d'un parti. Je ne sais pas ce qu'il en est du judiciaire. Mais bon, à mes expériences personnelles, bon, je n'ai aucun problème avec le judiciaire. Mais le judiciaire étant aussi dans les mains du même parti, on parle de concentration de pouvoir. Donc lorsque cette loi vient, vous mettez cela en application, vous verrez que les politiciens sont d'une manière ou d'une autre muselés et on a peur de réagir. On a peur de dénoncer ce qui ne va pas. Nous sommes dans un pays qui va mal et il faut qu'on le dise. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque moi j'ai analysé les articles, comment l'appelle-t-on, 9-2, 1, 2, tout ça, j'ai vu. Il dit, mais attendez, en fin de compte, on est en train de mettre le peuple dans une glacière. On ne veut plus entendre. D'ailleurs, nous avions déjà vu les preuves de la part du gouvernement lorsque MMLK avait voulu faire un sit-in. Ça a été refusé. Le mouvement Espérance pour le Togo a voulu faire un mouvement, une marche silencieuse. Ça avait été refusé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a beaucoup de preuves qui montrent qu'il y a une volonté
de restreindre la liberté de manifester des personnes. Et c'est cela que nous dénonçons. Un dirigeant n'a pas le droit de confisquer les droits et libertés fondamentaux des êtres humains. Je n'accuse pas l'honorable d'avoir voté une partie des chapitres. Ils n'y peuvent rien. Mais ce que j'aurais aimé qu'il fasse, c'est que, en public, il dénonce aux gens que telle partie de cette loi est absolument abusive, que c'est confisquer la liberté des gens. Parce que, du moins, entre-temps, honorable député nous a fait comprendre qu'il est du bord centriste. Et au centre, c'est une position qui est très bien, parce qu'au centre, on est obligé d'être un justicier, quelqu'un de conscience vraie, quelqu'un, lorsque c'est la gauche qui a raison, il dit c'est la gauche qui a raison. Lorsque c'est la droite qui a raison, il dit c'est la droite qui a raison. Lorsque la gauche a tort, un centriste dira non, je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque la droite a tort, il dira non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est une transcentriste. Et être centriste, c'est une position politique de véracité. Donc, j'ai entendu la réaction de l'honorable sur la radio Victoire. J'ai espéré de lui qu'il dise au peuple togolais, nous n'avons pas été d'accord sur ce point parce que telle partie de cette loi ou de cette modification du moins a été abusive. Et que c'est cette partie seulement que nous avons pu. Aujourd'hui, il donne l'image d'un soutien innocemment. Il donne l'image d'un soutien du parti au pouvoir innocemment. Et puisque les gens, nous sommes des politiciens. C'est votre lecture de la chose. Non. Nous sommes des politiciens. Et par exemple, lui, il comprend beaucoup de choses de la politique, tout comme moi. Mais le citoyen lambda ne comprend pas. Et du coup, on vous classe dans un panier. Donc il faut que leur position soit très claire. Mais dites à UNIR qu'ils sont en train d'abuser du peuple. Parce que vous êtes des centristes, vous représentez nous qui ne sommes pas là-bas. C'est vous qui êtes la lumière du peuple. C'est vous qui protégez les droits et libertés du peuple. Dites à UNIR que ce que vous êtes en train de jouer comme maïeutique ou comme ruse, nous comprenons, et que ce que vous dites là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est toujours le débat à l'hémicycle de toutes les façons. Oui. Alors, honorable, c'est vrai, le gouvernement ou alors le pouvoir a évoqué certaines raisons sécuritaires, économiques et stratégiques. Est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de ces raisons dans la modification de ces normes? Qu'est-ce qui a mis dans les raisons sécuritaires, stratégiques et économiques, par exemple? Ce que nous souhaiterions peut-être, c'est qu'on finisse par mettre en place, comme c'est le cas dans certains pays, peut-être une chaîne télévision pour l'Assemblée, pour concilier les débats. Ou bien alors, ce que nous regrettons aussi d'ailleurs, c'est le fait que dans notre pays, on n'ait pas des journalistes spécialisés dans les débats parlementaires. Parce que ça finit par être un peu compliqué d'aller ferrailler dur à l'Assemblée. Et il faut aussi dire à nos concitoyens que les débats à l'Assemblée nationale sont ouverts au public. Et qu'il serait beaucoup plus intéressant que les gens puissent, ceux qui veulent bien entendu, assister au débat pour se faire une idée complète. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, bon, excusez-moi, pasteur, mais je ne suis pas allé sur le directoire. Du tout. Et le troisième élément, c'est que nous avons à l'Assemblée nationale, tant lors des débats en commission que lors des débats en plénière, dit notre doute quant à la corrélation entre les questions sécuritaires et les manifestations. On ne pense pas qu'il y ait une relation entre les questions de sécurité parce que les pays dans lesquels il y a des manifestations ne vivent pas forcément le terrorisme et les pays dans lesquels il y a le terrorisme sont libres de manifester. Il faut savoir que le mode opératoire des terroristes, souvent, ils vont là où il y a les attroupements. Donc, dans ce cas-là, il faudra interdire les marchés, les stades et ainsi de suite. Et si on n'interdit pas ça, on ne peut pas uniquement cibler les manifestations, tout en sachant qu'on n'a quasiment jamais eu d'attaque terroriste lors des manifestations de notre pays. Donc, ça a été spécifié. Je ne pense pas que je sois obligé systématiquement de sortir partout pour répéter tout ce que je dis à l'Assemblée nationale. Il serait bien. Je pense qu'il y a quelques chaînes quand même qui ont fait la couverture et qui ont expliqué la façon dont on a tenu tête quand même au débat. En tenant aussi au minimum, en rappelant quand même qu'il y a aussi un fait minoritaire. Le deuxième élément, c'est que
il faut aussi reconnaître que quand on parle de minorité, c'est une minorité. La majorité, c'est 50 plus 1. Donc, que vous soyez 4, 10, 15 ou que vous soyez 48, ben une minorité, c'est une minorité. Et j'aimerais aussi rappeler que sur la première loi du 11 mai 2016, l'opposition qui était présente à l'Assemblée nationale à l'époque avait même refusé de voter la loi, mais elle n'a pas empêché de passer. Donc le fait majoritaire, il n'est pas fonction du nombre de députés que vous avez, mais il est fonction en réalité de cette majorité-là, 50 plus 1. Si vous avez les 50 plus 1, vous avez la majorité. Le troisième élément sur lequel je voudrais aborder, c'est que les arguments, que ce soit économiques, ne nous ont pas convaincus. Nous avons dit tout ce qui concerne la sécurité a été plus ou moins réglé par la loi portant sur la sécurité intérieure. Et donc, toute autre chose concernant la loi sur les manifestations, ce que nous aurions voulu, c'était peut-être des clarifications. Vous savez, parfois, il y a eu des interdictions de manifester, soit même d'itinéraires, sans qu'on sache si la loi est suffisamment claire sur les responsabilités et les prérogatives d'une part, celui qui l'autorité administrative et sur éventuellement même les moyens de recours, même si depuis 2012, nous avons toujours déploré le fait que les organisateurs ne saisissent pas le juge administratif, ne serait-ce que pour prendre acte et reconnaître que oui, on nous a interdit, nous avons saisi le juge, il n'a pas pris une décision et que donc éventuellement on peut même dire que la justice est inféodée. Mais le dernier élément que je voudrais aborder, et c'est peut-être là où... bon, maintenant j'ai découvert que le pasteur est politique. Je pensais qu'il était beaucoup plus dans religieux, peut-être dans la société civile. Le gros problème, c'est que nous ne pouvons pas faire abstraction des intentions que certaines formations politiques ont aussi voulu mettre dans la biais des manifestations. Et dans ça, nous rentrons dans une lutte politique qui ne nous concerne pas, nous les centristes, parce qu'on n'a jamais utilisé les manifestations pour autre chose. Mais nous serons non plus aveugles en ne reconnaissant pas que certaines formations politiques ont présenté les manifestations comme un moyen de renversement des institutions. Et ceux qui sont au pouvoir, une fois qu'ils ont la majorité, veulent absolument mettre aussi des garde-fous pour qu'on puisse utiliser les manifestations comme élément insurrectionnel. Donc là, on rentre vraiment dans la bataille politique. Et puis à partir de là, ben, vous savez, moi j'ai toujours dit que quand une majorité vote une loi, hypothèse numéro 1, le peuple, si nous travaillons réellement avec le peuple, si le peuple trouve assez rapidement que cette majorité-là a abusé des prérogatives qu'elle a, on lui donne une majorité, ben, à partir de là, ben, 5 ans plus tard, le peuple arrache cette majorité-là. Et comme on a fait avec la modification de la loi dite Bodjona, comme on dit, ben, que dans 5 ans, qu'une nouvelle majorité arrive à l'Assemblée et qu'elle puisse inverser les rôles. Donc c'est ça le problème. Est-ce que la modification constitutionnelle est légale? Celle qu'on a faite le 8 mai, oui, elle est légale. Est-ce qu'une modification de loi avec une majorité de l'Assemblée, 50 plus 1 puisqu'il s'agit d'une loi ordinaire, est-ce que c'est légal? Oui. Maintenant, je le répète encore, ce que j'ai encore expliqué au niveau de l'Assemblée, c'est dommage que les gens limitent les manifestations uniquement manifestations publiques. Demain, les vendeurs de Botocan peuvent se lever pour manifester. Il n'y a absolument pas d'impact lié à la politique derrière. Donc, une loi doit être de portée générale. Et moi, je l'ai dénoncé que c'est dommage que la modification de la loi qu'on a mise en place donne l'impression que ça veut juste régler un mode opératoire qu'on a observé depuis août 2017, alors que la portée doit être générale. Mais maintenant, au-delà, quand on a fini de dire ça, est-ce que ça empêche, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça empêche les gens de manifester? Non. Aujourd'hui, tout citoyen qui a envie de manifester, il va manifester sans aucun problème, que ce soit lors d'une marche ou bien lors d'un meeting, d'un sit-in. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les manifestations sur plusieurs itinéraires ne sont plus autorisées. Les manifestations dans plusieurs villes ne sont pas interdites. Les manifestations synchronisées. Les manifestations synchronisées peuvent être réduites compte tenu de la disponibilité des forces de sécurité. Nous avons dénoncé cette disposition, mais je répète encore, le fait majorité. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons faites, mais souffrez qu'on ne se le mette pas non plus, qu'on a fini de faire le travail à l'Assemblée, de ressortir et d'aller de média en média pour dire, oui, voilà ce que nous avons dit lors des plénières, parce que la plénière est en public. Tout ce que nous disons lors de la plénière, tout le débat parlementaire doit pouvoir être relayé d'une part par les médias et d'autre part aussi par peut-être les partis politiques. Naturellement. Alors, M. Jerry Taman, je partage cette position d'un téléspectateur avec vous. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts que vous avez
à l'écran ne sont pas pour appeler, mais juste pour envoyer des SMS comme vous savez, eh bien, si le fait. J'aimerais attirer l'attention de M. Jerry Tama sur le fait que l'opposition parlementaire est toujours victime à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Parce que victime... victime du pouvoir, il veut dire. Non, mais comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez moins de 50 plus 1, vous êtes en minorité. Maintenant, vous savez, il y a deux choses. Le passeur Bavard parlait tout à l'heure des centristes. Il y a eu un mode opératoire qu'on a connu lors de la 5e législature qui consistait à dire non systématiquement et à ne pas participer au débat. Parfois quitter la salle en disant nous ne sommes pas d'accord. Je pense qu'on aurait fait ça. Je vais vous donner un autre exemple. Je n'avais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Initialement, la période pour les manifestations, c'est de 13h à 17h. On est allé de 11h à 18h. C'était de 13h à 17h. De 13h à 17h. Les débats ont à été très longs. Et finalement, bon, on est parti quand même sur le fait. Moi, j'ai fait un certain nombre de manifestations. Il faut aussi reconnaître que nos manifestations commencent autour de 11h et finissent autour de 18h. Donc, on était au départ de 13h à 17h. On a bataillé, ferraillé. Et finalement, on est de 11h à 18h. Donc, il y a des modes opérateurs qui sont différents. Il y a certains qui auraient dit, bah, écoutez, nous, on trouve que c'est inadmissible, on quitte la salle. Et peut-être on aura aujourd'hui un délai qui ferait de 13h à 17h, mais qui reste quand même légal, qu'on le veut ou non. Mais bon, nous essayons, pas toujours avec des réussites, mais nous, notre mode opérateur en tant que centriste, c'est d'aller toujours à la discussion, d'aller toujours faire peser en réalité la justesse de nos observations et en espérant que nos vis-à-vis vont comprendre la pertinence de nos observations. Et Dieu merci, sur certains points quand même, on a eu gain de cause, sur d'autres points, on n'a pas eu gain de cause, mais on gagne pas toujours. Justement, je reviens sur la pensée du téléspectateur, M. Patrice, il s'appelle, qui dit avoir attiré l'attention de M. Jerry Tama sur la ruse dont l'opposition est victime à l'Assemblée. D'accord, c'est ce qu'il disait. La ruse de qui? La ruse du pouvoir. Selon lui, exemple, UNIF vient de faire 5 bonnes propositions dans l'intérêt du pouvoir et 3 mauvaises apparentes propositions pour les bluffer humainement. L'opposition rejette les mauvaises propositions intelligemment faites et accepte les bonnes qui arrangent le parti au pouvoir. Ça, c'est son analyse. Comme je le dis, il y avait une dizaine d'articles à modifier. Finalement, on en est arrivé à 8 articles qu'on a modifiés. Je le dis encore, il y a des dispositions qui auraient fait décrier plus encore les gens. Vous imaginez, on avait dit que les manifestations vont de 13h à 17h. On a essayé, on n'a pas réussi partout. Nous sommes battus sur, par exemple, la question des routes nationales, en disant, ben, écoutez, il y a par exemple des localités où l'axe le plus important, c'est uniquement la route nationale. Interdire les routes nationales serait réduire la possibilité de manifestation dans certaines localités, surtout de l'intérieur du pays. Mais au même moment, il y a un argument aussi qui est là, c'est que parfois, certaines manifestations considérées comme bloquant de façon durable la route nationale, ça allait créer une situation soit insurrectionnelle ou bien d'agacement des populations. Donc c'est ça, c'est au fait un jeu de chat à la souris où nous on se retrouve au milieu. Nous, vous savez, on n'a jamais mis les manifestations comme mode opérateur au niveau de nos formations respectives, même si nous considérons que au niveau des libertés publiques, la liberté de manifestation est une liberté consacrée et qu'il faut par conséquent donc l'habiller de tous les garde-fous. Ce que nous avons dit lors de notre déclaration sur les consignes de vote, nous avons dit que si on corsette trop les libertés publiques, elles finissent par devenir un danger. C'est-à-dire qu'à force de limiter, ça finit par devenir un danger parce que les gens se retrouvant réduits au niveau de leur liberté risquent d'agir dans des cadres qui sont hors des institutions et par conséquent, on ne peut plus les contrôler. Donc voilà, bon, maintenant après, comme je l'ai dit, si la loi est anticonstitutionnelle, elle sera retoquée, hypothèse numéro 1 par la Constitution à son initiative. Aujourd'hui, on a élargi le spectre de saisine de la loi, de la Constitution, y compris aujourd'hui la CNDH peut saisir la Cour constitutionnelle si elle trouve qu'une loi brime les droits des citoyens. Donc il y a un lobby qui peut se faire vis-à-vis de la CNDH et certaines autres institutions. Maintenant, il y a aussi la possibilité de saisir des juridictions internationales si on considère que nous avons ratifié des conventions et que cette loi-là est absolument opposée à ces conventions. Mais il n'en reste pas moins que, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a des restrictions qu'on aurait pu largement éviter, d'autant plus que nous sommes à une phase où il y a peu de manifestations. C'est-à-dire qu'il y a
pour nous, honnêtement, il n'y avait aucune priorité par rapport à cela. Maintenant, après, le gouvernement a son programme que nous ne maîtrisons pas. Peut-être que la perspective de 2020, voilà, ben, j'en sais rien du tout. Mais je dis que nous avons essayé de faire ce que nous pouvions et que sur le fond, aujourd'hui, si vous prenez cette loi et que vous voulez l'appliquer aux manifestations qu'on a eues du 5 octobre 91 jusqu'au 3, on peut même dire jusqu'au 3 août 2017, la plupart de ces manifestations se faisaient sur un seul itinéraire et à des heures qui entrent largement en compte dans les délais qu'on a mis en place. On n'avait pas de manifestation simultanée dans plusieurs endroits parce qu'avant, il fallait que les leaders soient là, avant que la marche n'ait de l'importance. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on peut aisément interpréter que cette loi-là a ciblé le mode opératoire du 9 août. Maintenant, après, c'est le privilège de la majorité. C'est cela. Alors, M. Bavon, M. Julien, qui nous écrit depuis Togoville, c'est bien de décrier les initiatives parlementaires selon lui, mais que proposerait le phare à la place de cette modification de loi Bojona? Non, mais en réalité, c'est une modification qui n'a pas sa raison d'être. C'est très clair. Je l'ai déjà dit dès le début de cette émission que c'est une loi, une modification plutôt qui devrait être retirée. Et l'honorable député vient de appuyer en disant que lorsqu'on considère les réalités de notre pays, il est clair que nous n'avons pas eu des manifestations, par exemple, nocturnes et extraordinaires pour qu'il y ait besoin d'apporter des modifications comme ça. Il n'y a pas cette opportunité ou pertinence de cette modification. Aujourd'hui, proposer quelque chose, moi je ne crois pas qu'on a besoin de proposer quelque chose. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est que la loi Bojona a encadré vraiment et les manifestations. Bien, quand bien même il y a certaines personnes qui décrient certaines restrictions dedans, mais moi je pense que dans un État, pour empêcher trop de liberté et qui gâche l'ordre, donc cette loi Bojona, elle était bien, la bienvenue, que c'était bien comme ça. Mais la réalité, c'est que je voudrais dire ici, pour ajouter à ce que M. Directement vient de dire, c'est que, honnêtement parlant, cette modification ou pas, moi je ne vois pas l'inconvénient que cela pourrait apporter au peuple. C'est plutôt le gouvernement qui en sera victime. Parce que, je l'avais déjà dit entre-temps, et l'honorable député vient de confirmer que à force de restreindre des gens, d'interdire, alors on arrive à un point d'implosion. Et justement, cette modification d'interdiction ou restriction, bon, ils ne l'ont pas appelé interdiction, bon, disons les restrictions, c'est quelque chose qui rendra le gouvernement plutôt victime. Pourquoi? Voyez-vous, on ne manifeste pas pour des sujets sociaux, pour des sujets juste économiques. Le problème au Togo, ce n'est pas ces sujets-là. Le problème au Togo, c'est le régime, la forme de gouvernance, la situation de confinement ou d'empêchement de création de richesse, la misère dans laquelle le peuple vit. C'est cela que le peuple est en train de manifester. Ça, c'est très différent. On peut avoir des manifestations des vendeuses de thé ou bien des chauffeurs parce qu'ils sont surtaxés ou des vendeuses du marché parce qu'elles sont surtaxées. Ça, c'est autre chose. C'est des sujets sociaux. Mais ici, nous sommes dans un sujet de régime politique où on sent que des individus ont décidé visiblement garder le pouvoir toute leur vie. Et non seulement s'ils gardent le pouvoir toute leur vie pour faire le bien à tout le monde, on parlera peut-être d'une monarchie éclairée. Mais on constate que c'est des individus qui sont au pouvoir et qui gardent tout et qui enferment tout et empêchent à la grande majorité de pouvoir survivre même. Il est difficile de survivre dans le pays. Donc c'est la raison pour laquelle les gens manifestent. Et si le gouvernement est en train de mettre ces restrictions-là aujourd'hui, c'est justement parce que le gouvernement est tombé dans une paranoïa, pensant que peut-être il pourrait y avoir un soulèvement populaire, une insurrection qui aboutirait à une révolution. Mais il faudrait qu'on comprenne que
On n'a pas besoin de ce genre de comportement. Alors, selon vous, le gouvernement serait en train de redouter quelque chose? Mais justement, parce qu'en politique, on ne se lève pas pour faire juste une action par plaisir. Non. Il faut viser un problème d'avance. Il faut prévoir une situation négative. Et c'est par cette situation négative qu'on prend des mesures contre cela. Donc, c'est pourquoi on dit que gouverner, c'est prévenir. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que le gouvernement est en train de redouter en prenant des mesures de restriction comme celle-là? En fait, c'est parce que ce gouvernement sait très bien que ce peuple n'est plus content de lui, que ce peuple en a ras-le-bol, que ce peuple est dans la misère, et ceux qui ont faim, ils n'écouteront aucune loi et aucun ordre. Donc, on pense que ces personnes vont se soulever un jour et vont faire une insurrection ou conduire à une révolution. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on prend cette mesure-là, cela veut dire que les gouvernants sont tombés, excusez-moi, dans une paranoïa. Et le danger, c'est que lorsque celui qui vous dirige est dans la paranoïa, rien ne va. Parce qu'ils font des choses déplorables, ils font des choses désolantes et ils font des choses désordonnées, comme cette modification qui est venue. Nous sommes dans un pays, nous sommes tous des citoyens et nous avons un même sang togolais en nous. Mais quand ça ne va pas, on doit dire que ça ne va pas. Et quand ça va, nous devons être capables quand même, avec une audace, de dire que ouais, ça va. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vais conclure sur ce point en disant que le peuple togolais ou l'opposition, je ne sais pas, ne doit pas avoir peur d'ailleurs de cette modification. Parce que c'est un problème de désir de mettre fin à un régime qui fonctionne à sa manière. Donc nous voulons que cela s'arrête et qu'on commence un nouveau régime. Mais d'une manière ou d'une autre, si les manifestations sont restreintes, d'ailleurs les manifestations que nous avons connues depuis 1990, moi la seule manifestation que j'ai eu à respecter, ou les deux manifestations que j'ai eu à respecter, c'était la grève générale, et que les gens sont encore partis par tout moyen pour étouffer, et les manifestations que nous avons connues le 19 août. Donc, il faut savoir que ce peuple ne se laissera plus faire. Moi, c'est ce que nous craignons. Au niveau du phare, nous avons une inquiétude. C'est l'inquiétude que, si on restreint, finalement, le désordre ou la violence populaire que nous ne souhaitons pas, c'est cela qui pourrait arriver. Et c'est cela. Merci, M. Bevon. Alors, M. Djeritama, honorable à l'Assemblée, eh bien, ce qui est précis dans cette modification de loi, c'est d'inviter ou alors d'éviter des manifestations autour des institutions de la République et surtout. Alors, un téléspectateur qui voudrait savoir si le député peut davantage lui expliquer ce qu'on entend à travers cette loi des institutions de la République, si ce n'est pas, selon lui, ce n'est pas dans la bourse qu'il faut manifester. Non, écoutez, quand vous prenez la Constitution, vous avez les institutions qui sont définies. Les institutions de la République, c'est toutes les institutions déjà consacrées par la République, la Cour constitutionnelle, la HAC, la CNDH, ainsi de suite, y compris maintenant un certain nombre de ministères. Et dans la loi, on a parlé des camps militaires, pas uniquement des pôles de police, on a parlé de camps militaires. Donc c'est ça, il ne faut pas confondre l'institution de la République et l'établissement public. Parce que si on parle d'établissement public, le pasteur parlait tout à l'heure de la mairie, c'est un établissement public, il n'est pas considéré comme une institution de la République. Donc c'est ça, il faut peut-être faire la part des choses. Ce que parfois aussi je reproche à nous autres parlementaires, mais nous on essaie de faire notre part des choses, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'explications. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que régulièrement, quand il y a une loi comme ça, que ce soit les membres de la commission des lois. J'y suis, mais là je n'interviens pas comme un membre de la commission des lois, ou bien peut-être la commission chargée de la communication au niveau de l'Assemblée, ou éventuellement le problème gouvernement. de communication à relever. Voilà, ou éventuellement le gouvernement qui a l'initiative de la loi puisse faire une conférence de presse pour expliquer aux gens en réalité quels sont les mobiles de cette loi, et puis bon, ce que les gens doivent comprendre. Vous savez, j'ai été obligé moi-même de mettre sur ma page Facebook la loi parce que depuis longtemps les gens disent mais où est-ce qu'on peut la trouver? Normalement, on doit pouvoir la trouver sur le site internet de l'Assemblée nationale, sur le site internet aussi des ministères qui ont introduit la loi pour que les gens puissent se faire une idée. Ce qui fait que parfois les gens la commandent sans forcément l'avoir vue parce que on reprend un peu ce que tout le monde dit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais peut-être relever un peu, c'est que, vous savez, les politiciens sont sur le pragmatisme, là où les organisations de la société civile sont sur le dogmatisme.
C'est-à-dire que le représentant de la société civile va dire ce qu'on doit faire et le politicien lui regarde ce qui est fait. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire oui, bon, ben, il faut réintroduire la loi, c'est bien, ça c'est le dogmatisme, c'est ce qu'on doit faire. Mais maintenant, c'est que les forces en présence, nous, aujourd'hui, on agit sur quelles sont les forces en présence. Si demain on a la majorité à l'Assemblée nationale, on ramène la loi éventuellement, puisque comme je l'ai dit, vous constatez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de points qui ont été décriés par notre groupe parlementaire sur la loi. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'il faut tenir en compte. Mais le troisième élément qu'il faut aborder, c'est que je crois que s'il y a aussi une révolution que nous devons faire dans notre pays, c'est de considérer que les manifestations publiques doivent être une source de renversement des institutions. Parce que vous savez, nous considérons qu'il y a ce qu'on appelle un point de non-retour. Si un jour, nous sommes 7 millions au Togo, si même 3 millions de Togolais décident de renverser les institutions lors de manifestations spontanées, comme on a pu le voir dans d'autres pays, aucun régime ne résisterait. Quelle que soit la loi que vous mettez, si un jour la majorité des Togolais décide de renverser les institutions, aucun régime ne va résister. Le jour où le point de non-retour va arriver, que les Togolais dans leur majorité vont décider de sortir, vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez. Est-ce que c'est à ce point de non-retour qu'on s'attend? Moi, je ne sais pas. Maintenant, moi, je suis président d'un parti politique. J'agis dans le cadre des institutions de mon pays et je considère que l'alternance ne doit s'obtenir dans le cadre de mon action que par le biais d'élections. C'est dans ce cadre-là que je suis. C'est pour ça que j'ai toujours regretté que des organisations, des partis politiques légalement constitués puissent penser que par la manifestation, elle peut renverser le régime. Une association, même peut-être des gens de la société civile peuvent le faire parce qu'elles n'agissent pas forcément, elles n'ont pas signé la charte des partis politiques et donc n'agissent pas dans le cadre du récépissé qui est offert par le ministère de la décentralisation. Parce que quand vous êtes un parti politique, c'est que vous acceptez que la dévolution du pouvoir se passe par les urnes. Mais maintenant, vous pouvez être un groupe non connu qui appelle à l'insurrection, il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez aussi que ça paraît quand même aberrant que vous levez, vous allez faire une demande de déclaration au ministère, donc ceux qui ont le pouvoir, pour leur dire nous voulons faire des manifestations pour renverser le pouvoir. Ça ne marche pas, il est évident. Donc le jour où le point de non-retour va arriver, j'en sais rien. Moi je pense que pour préserver la paix sociale et pour préserver les institutions, je pense que l'alternance dans ce pays doit provenir d'une meilleure organisation de l'opposition, d'une anticipation de l'opposition et peut-être même de l'aide de tous les partenaires que nous pourrons avoir. On n'en prend pas malheureusement la voie, c'est pas grave. Mais je suis obligé, par rapport à mon statut, de dire c'est dans ce cadre-là que j'agis. Mais si un jour, le point de non-retour arrive, bon ben personne n'ira s'en offusquer parce que ce serait une responsabilité qu'aurait pris notre peuple souverain, tout simplement. Monsieur directement, cette question un peu plus fâcheuse, vous le permettez? Oui, il n'y a pas de question fâcheuse. Est-ce que vous êtes fier d'être à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais que votre voix ne porte pas vraiment? Je ne sais pas, d'abord la fierté est un sentiment personnel. Moi je pense que je sers la République en étant à l'Assemblée. Je crois que actuellement nous avons voté au moins 8 ou 9 lois à l'Assemblée. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit pour ce qui concerne la loi portant manifestation publique, que sur beaucoup de points nous arrivons quand même à faire entendre raison à la majorité et à obtenir des reculs. Je suis pertinemment conscient aussi que nous sommes dans une minorité et que cette minorité-là, le mode opératoire veut qu'on puisse travailler par du lobby parce que autrement il faudra démissionner. Mais dans ce cas-là, il faudra faire démissionner toutes les minorités et je peux vous dire que depuis 2007, toute l'opposition a toujours été minoritaire à l'Assemblée nationale. Merci, M. Djeritama. Eh bien, M. Bavon, c'est de la part de M. Rabiou Alassali qui dit que les manifestations n'ont jamais apporté une solution aux problèmes dans ce pays, mais elles ont toujours occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts collatéraux. Eh bien, de cette modification n'est pas un. Alors, M. Bavon, dites-nous quels sont les résultats que les manifestations ont toujours apportés jusqu'ici. Ça, c'est de la part d'un téléspectateur. Rabiou. Pour lui, cette modification dans non-lieu. Justement, il a raison. Bon, avant de répondre à cette question, c'est que bon, lorsque nous sommes sur des plateaux, nous sommes obligés d'éclaircir des choses et puis d'appuyer ce que nos professeurs nous ont enseigné. Non, la chose est que lorsqu'on parle d'une institution de l'État, la présidence, par exemple, est une institution, c'est-à-dire de l'exécutif. Donc les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, donc on a les trois, et chaque pouvoir est constitué des institutions.
Et chaque institution est constituée des établissements publics qui fonctionnent l'institution. Donc lorsqu'on nous dit que institution de la République, on est en train de parler de toutes les institutions qui sont incluses dans les 3 pouvoirs et des établissements qui fonctionnent dans ces institutions. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Donc c'est pourquoi, bon, ça c'est en passant. Donc lorsque nous parlons de cette manifestation, nous au niveau du phare, ça ne nous a jamais paniqué. Cette modification ne nous a pas paniqué. Je parle ici en tant que secrétaire du phare. Au niveau du phare, lorsque nous avons étudié les modifications, la chose est ceci. On s'est posé justement la question que M. Rabiou demandait. Qu'est-ce que les manifestations ont apporté au peuple togolais? Mais honnêtement parlant, avec une conscience sincère, on a compris plutôt que plus les manifestations étaient gigantesques, plus cela constituait un fonds de commerce pour certaines personnes. Moi, je me rappelais lorsqu'on avait fait 8 mois de grève générale dans ce pays, où les institutions, pas les institutions, où le gouvernement de du général Gnassingbé devait être renversé. Il y a eu d'autres accords, des choses qui sont passées. Finalement, le peuple a payé de lourds tributs pour ne rien gagner. Ça a toujours été le cas à chaque fois qu'on organise des manifestations. C'est pourquoi, depuis que nous avons commencé les manifestations, permettez-moi de vous dire que nous participons aux manifestations. Mais nous ne comptons pas sur les manifestations pour mettre fin à ce régime. Nous avons toujours dit que ce régime a besoin d'être exterminé, c'est-à-dire son fonctionnement. Je ne parle pas des personnes, je parle du fonctionnement et du système mis en place. Il faut que ça soit exterminé. Mais la réalité, c'est que nous n'avons jamais misé sur les manifestations parce que d'habitude, ceux qui prennent le devant des manifestations, lorsque le peuple fait des manifestations spontanées, UNIR n'a plus peur, ou je dirais le parti au pouvoir n'a plus peur de nos manifestations parce qu'ils savent que quelles que soient les manifestations du peuple, ils savent comment manipuler les dirigeants de ces manifestations, comment les acheter pour étouffer les manifestations. Mais quelle manifestation on a vu au Soudan la dernière fois? Rien de si extraordinaire. En Algérie, rien de si extraordinaire. Mais les Togolais ont fait des manifestations monstres. Mais ça aboutit à quoi? À rien. Parce que si c'est que nos politiques étaient des personnes qui étaient déterminées à voir la fin d'un système qui opprime le peuple, les Togolais allaient aboutir à l'extermination de ces régimes depuis. Mais la réalité, c'est que on a constaté qu'il y a des personnes, à chaque fois qu'il y a la bousculade dans le pays en matière de manifestation, eux, ils savent comment négocier en coulisses, avoir des mallettes, avoir de l'argent, et puis étouffer les choses. Les gens meurent. Mais est-ce que dans d'autres pays, les gens ne meurent pas? Au Soudan, la dernière fois, les gens sont morts. En Algérie, les gens sont morts. Mais quand les gens meurent, il faut que ceux qui dirigent les manifestations aient le but que le peuple a. Mais finalement, on constate que les gens qui dirigent les manifestations ne sont pas eux-mêmes dans le même but que le peuple. Donc c'est pour répondre à cette question que le monsieur a posée. Mais maintenant, il faudra se demander, qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Ce qu'il faut faire n'est pas sorcier. Ce n'est pas impossible, c'est très simple. J'ai toujours dit que UNIR n'est pas un parti herculien. Ce n'est pas un parti surnaturel. Ce n'est pas un parti tout-puissant. Mettre fin à ce système que UNIR est en train de pratiquer est très simple. Le schéma peut être tracé. Je l'ai toujours dit. Et puis les gens pensent que c'est du fanfaronnage, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que nous sommes en train de parler en principe scientifique. UNIR n'est pas un parti extraordinaire. Mais la vérité, c'est que si nous-mêmes qui sommes dans notre rang, si nous ne nous sabotons pas, si nous ne creusons pas du tout en deçà des manifestations, si nous ne sabotons pas le but que le peuple est en train de poursuivre, mais on allait faire tomber ce parti-là depuis et mettre fin à ce système depuis. Merci, M. Bavon. De toutes les façons, nous aurons deux questions bien différentes tout à l'heure pour terminer ce débat ou cette discussion. Alors, M. Diary Tamar, voilà ce qu'il en est pour la modification de la loi sur des manifestations publiques au Togo. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est passé. Quand on parle de manifestations
c'est aussi lié à la question des droits humains et autres, la torture et autres. Le Togo est passé le 26 au 29 juillet dernier devant la commission contre la torture à Genève. Eh bien, vous, les recommandations sont sorties par après. Quelles sont vos réactions en tant que député face à cet état de choses? D'abord, notamment la fermeture de la prison civile de Lomé. D'abord, j'ai pour habitude d'attendre que les recours que je fais à l'Assemblée nationale aboutissent avant que j'en parle, mais il faut savoir qu'on a lancé une initiative. D'une part, on aurait aimé à l'Assemblée nationale avoir une copie du rapport présenté par le gouvernement, parce que nous avons besoin d'avoir l'État, que nous avons nos opinions bien entendu sur la situation des droits de l'homme, notamment la torture, mais nous aurions souhaité quand même avoir ce document avant, et nous souhaiterons aussi avoir l'usage que veut faire le gouvernement des recommandations qui ont été faites. Mais il n'en reste pas moins que dans notre pays, le système carcéral est une vraie catastrophe. Il n'y a pas uniquement que la prison de Lomé, mais quasiment toutes les prisons sont dans des états d'insalubrité, de congestion énorme. Et honnêtement, souvent on dit que ne souhaitez pas la prison apporte pire ennemi au Togo. Parce que quand les gens y vont, les conditions de travail sont proprement abjectes et inhumaines. Donc, c'est tout à fait plus ou moins logique que l'injonction de fermeture, par exemple, de la prison civile de Lomé, soit faite par le MCT. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour savoir quand même que les conditions de vie dans la prison de Lomé, dans beaucoup d'autres prisons du Togo, confinent à de la torture. Il est évident. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est de voir peut-être que le gouvernement puisse nous expliquer les mesures qu'ils vont prendre. Mais je crois aussi que nous avons des actions phares que nous sommes en train de mettre en place pour expliquer quand même que nous sommes aussi conscients et que nous, parlementaires, bon, ne serait-ce qu'au niveau du groupe parlementaire NPDP, nous devons accompagner ces recommandations et faire en sorte que dans les meilleurs délais, l'humanisme habite. Vous savez, les centristes, c'est d'abord l'humanisme. Que d'abord, qu'on traite nos prisonniers de façon humaine et que surtout, les prisons ne soient pas des lieux où la criminalité est renforcée. Quand vous prenez par exemple des crimes de col blanc et des crimes de droit commun que vous mettez dans le même endroit, la plupart du temps, quelqu'un qui a peut-être, parfois même, on envoie des gens qui n'ont pas payé une dette en prison parce qu'on arrive à inverser l'infraction, qui normalement est civile, elle devient pénale, mais la personne qui rentre et côtoie des gens qui sont des criminels notoires sort plus criminalisé qu'avant. Donc en réalité aujourd'hui, nous devons vraiment nous pencher là-dessus parce que à la limite on dit quand vous allez dans une maison, allez regarder les toilettes pour vous faire une idée de la personne. Quand vous venez dans un pays, allez dans les prisons pour faire une idée en réalité de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Il faut absolument qu'on règle le problème surtout des prisons. Il y a d'autres questions de droits de l'homme qu'il ne faut pas oblitérer, mais actuellement l'urgence c'est vraiment humaniser nos prisons parce que c'est absolument déplorable et inacceptable ce qui se passe dans nos prisons. Je rappelle parmi les grandes recommandations de l'ONU, le cadre de la commission contre la torture, c'est bien la fermeture de la prison civile de Lomé par le MCT, le cadre de la commission contre la torture. L'ONU donc qui recommande cette fermeture immédiate, bien sûr, de la prison civile de Lomé. Alors, monsieur Bavon, 2020, est-ce que l'alternance, selon le phare, est une évidence? Oui, nous y croyons toujours. Vous savez, un individu ne peut pas produire un résultat au-delà de ce en quoi il croit. Et si moi, personnellement, un homme spirituel, je suis rentré en politique, c'est justement à cause du but que l'esprit que moi je pratique a eu à me révéler et concernant la vie du Togo, concernant les Togolais, concernant ce système mis en place pendant un temps. Bon, mais la réalité, c'est que s'il doit y avoir alternance, il va falloir que la donne change, c'est-à-dire les comportements politiques changent au niveau de l'opposition. C'est-à-dire que ça ne peut plus être l'ego ou l'intérêt personnel, le nom personnel d'un individu qui prime sur les autres. Mais il faudrait que ce soit une idée de nous tous pour aboutir à quelque chose. Vous avez vu comment UNIR est en train d'avancer. UNIR est en train d'avancer en même temps avec la ruse, mais en même temps avec un fort signe.
Et malheureusement, si on demande aujourd'hui à l'opposition qui est votre candidat, ce sera difficile qu'on ait cette solution-là, à cette question. Pourquoi? Parce que tout le monde se croit meilleur. Mais c'est pas ça, quoi. Ce système ou ce principe-là ne peut pas nous amener à une victoire. Nous devons arriver à un point où on se dit, Monsieur Djeri Tava, est-ce qu'il est présidentiable? Est-ce qu'il est mieux positionné pour nous? Ok. Monsieur Jean-Pierre Favre, est-ce que c'est lui qui est mieux? Est-ce que c'est Madame Adjamagbo ou bien est-ce que c'est Monsieur Olou, quelque chose? Donc on doit être capable de se dépouiller de l'intérêt personnel et de pouvoir supporter un candidat, parce que UNIR ne fera pas un deuxième tour avec l'opposition. J'ai dit que, en tout cas, je ne vois pas un pouvoir en place qui organise une élection. Tout à l'heure, l'honneur parlait de que l'alternance passe par les élections. Bon, j'ai voulu placer un mot, ce qui ne serait pas très poli, de placer un mot lorsque quelqu'un est en train de parler, mais je voudrais dire que, à condition que ces élections soient transparentes, crédibles, et ces élections soient transparentes et libres, que ces élections ne soient pas exclusives mais inclusives, que ces élections ne soient pas un dégagisme politique. Donc, mais là, à ce niveau, vous avez à comprendre que UNIR ne viendra jamais vous faire un deuxième tour. C'est un coup KO que les gens là, ils poursuivent. Et si l'opposition doit faire mouche, il va falloir que absolument on choisisse un candidat. Heureusement que nous sommes aussi dans un domaine spirituel. On ne peut pas choisir selon l'apparence. On peut aller même au-delà de l'apparence et au-delà de nos qualités essentielles, je dirais, intellectuelles. Et pour pouvoir mettre en place la personne qu'il faudrait. Mais si l'opposition se veut responsable, on peut avoir l'alternance. Mais lorsque l'opposition marchande d'avance les élections, parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est ce que visiblement nous sommes en train de voir. Lorsqu'une opposition marchande les élections d'avance, où les individus prennent des centaines de millions et mettent en poche, juste pour jouer une scène devant les gens, pour leur faire croire qu'ils sont de l'opposition, sachant bien sûr qu'ils sont en train d'appuyer tout simplement le parti au pouvoir et son candidat. Mais c'est là où c'est malheureux pour les Togolais. Parce que nous avons confiance, malheureusement, en plusieurs personnes qui nous ont montré que c'est leur personne individu qui prime sur toute autre chose pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle l'alternance est possible à condition qu'on change les modalités. Merci, M. Bavon. Selon vous, l'alternance en 2020 est une évidence à condition. Eh bien, M. Djeri Tama, notre temps est parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette discussion. Votre mot de la fin. Non, mais écoutez, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, beaucoup de choses. nous avons un pays magnifique qui a plein de ressources. Le seul problème, c'est que la gestion de ces ressources-là, non seulement dans les mains d'une minorité, comme on le dit souvent, mais on a un gros problème de gouvernance qui s'appuie aussi à des pratiques politiques qui sont, comme le pasteur le dit si bien, qui laissent à désirer. Mais je pense aussi que si nous avons davantage confiance les uns des autres, si nous disons que nous avons un pays merveilleux, qu'il faut tout faire pour non seulement le préserver des menaces qui peuvent peser sur lui, nous pouvons en réalité, que ce soit l'alternance politique, que ce soit la gouvernance, que ce soit la concorde nationale, nous pouvons les retrouver et faire en réalité notre pays l'ordre de l'humanité tel qu'il a été présenté depuis les indépendances. Merci, M. Djeri Tama. Pasteur, votre mot de la fin. Merci à l'honorable, merci à vous aussi, Dieudonné. Je dirais simplement que les Togolais ne soient pas découragés. Parce que toute lutte est toujours comme ça. Nous avons vu la fin avant de commencer. Et ce que Dieu a prévu pour notre Togo se réalisera certainement. Merci. Est-ce qu'on peut se saluer? Et moi, je dirais au revoir. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision de Terre Santé. C'était donc M. Djeri Tama, honorable député à l'Assemblée nationale, président du MET, M. Johannes Bavon, secrétaire général du phare. Désolé pour les messages, les SMS qui n'ont pas été lus. Merci de nous avoir suivis. Mais je rappelle encore, si vous avez le temps de renvoyer des SMS, alors que les messages soient en forme de questions, de suggestions, mais pas des positions tranchées, des injures, des invectives. De toutes les façons, nous sommes dans un débat d'idées. Merci de nous avoir compris. À très bientôt sur la radio-télévision de Terre Santé. Merci. Merci.